n'en êtes pas d'accord, merci. Si vous n'en êtes pas d'accord, de toute façon, on enregistre pour faire un compte-rendu qui sera aussi fidèle et complet que possible, grâce à Eileen qui va prendre les notes au moins jusqu'à 11 heures. 11 heures, c'est ça. OK. Et donc, je laisse la parole à Jean-François. Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis membre du conseil d'administration de l'ATA actuellement. Et donc, il se trouve que cette question, ça fait déjà plusieurs années qu'elle est la question de la continuité des revenus pour les artistes auteurs et autrices. Ça fait déjà plusieurs années qu'elle est en germe, plus qu'en germe, et puis aussi débattue également au niveau politique, ainsi qu'évidemment au sein des organisations professionnelles de toutes les professions qui relèvent de ce statut, et elles sont nombreuses. En ce qui concerne l'ATA, nous avions organisé une première rencontre en octobre 2023, donc il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, conjointement avec la SRF, la Société des réalisateurs et réalisatrices de films. C'était une rencontre publique à Paris avec des membres de nos deux associations et pour nous parler de ce principe de la continuité de revenus, nous avions invité Aurélien Catin, qui est vraiment à l'initiative de beaucoup de choses en la matière, euh, et qui lui-même est auteur, ainsi que Mathieu Grégoire, qui est sociologue, en particulier sociologue du travail et qui a beaucoup étudié la question du statut des intermittents du spectacle. Je vais montrer à l'écran deux livres, donc celui de Mathieu Grégoire, que voilà, on pourra mettre les références aussi, vous les transmettre par écrit, et celui d'Aurélien Catin qui s'appelle Notre condition. Voilà, effectivement, l'actualité devient de plus en plus brûlante sur ce sujet, puisque, comme l'a rappelé Estelle tout à l'heure, l'Assemblée nationale a lancé une série d'auditions auprès des organisations professionnelles sur cette question et déjà certaines ont déjà été entendues à partir de la semaine dernière et ce sera donc notre tour le 10 juillet. Et ces auditions vont s'étaler jusqu'au-delà de l'été, si je ne me trompe pas. Donc, pour passer tout de suite à la présentation et le concret, je vais donner la parole à Geoffrey. Donc, Geoffrey Vessiller-Fonfred est traducteur adhérent de l'ATA, traducteur de jeux vidéo en particulier. Il traduit depuis l'anglais et l'allemand vers le français. Et il est également membre du syndicat des travailleurs artistes, auteurs et auteurices, le STA. Euh, j'ai vu que tu avais levé la main, Estelle. Oui, parce que j'ai oublié de dire, j'avais prévu de dire comment ça allait se passer les échanges. Après, il faudra lever la main, mais peut-être on le dira après l'intervention de Geoffrey, donc c'est pas grave. Oui, entendu. Donc, eh bien, est-ce que Geoffrey, tu peux nous rappeler le contexte général cette proposition de projet de loi et en quoi elle nous concerne vraiment directement et elle pourrait être intéressante? Oui, bien sûr. Alors bonjour tout le monde. Déjà merci parce que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde dans le chat et sur les petites vignettes en haut. Donc ça fait plaisir de voir que tout le monde s'empare un peu de la question. Oui, le contexte général. Je pense que c'est important de commencer par rappeler que les artistes, auteurs et autrices, c'est des corps de métier extrêmement divers. Il y a nous, il y a les traducteurs et traductrices d'édition, il y a les écrivains, les écrivaines, et puis il y a des professions qui peuvent paraître aussi éloignées de la nôtre que par exemple les céramistes. Moi, j'ai des amis qui font de la céramique à côté de chez moi et je trouve ça très beau qu'on ait un statut commun parce qu'on fait fondamentalement quelque chose qui se ressemble, parce qu'on produit tous des choses qui sont considérées comme des œuvres de l'esprit. Et depuis que j'ai rejoint la tâche, j'ai constaté avec bonheur qu'il y avait une vraie fierté d'appartenir à cette très très grande famille des artistes, auteurs et autrices. C'est une famille qui est donc est très diverse. Est-ce que vous voyez tous le petit graphique que Estelle nous propose en partage Mhm. d'écran? Oui, Donc oui, on oui. voit qu'il y a beaucoup beaucoup de monde dans des proportions diverses.
Pourquoi cette proposition de loi, elle nous concerne tous et toutes? Parce qu'on voit déjà dans ce graphique qu'il y a des gens qui ne touchent pas forcément de droits d'auteur. Au-delà de ça, parmi les gens qui touchent des droits d'auteur, tout le monde n'arrive pas nécessairement à en toucher suffisamment pour en vivre, encore moins pour en vivre confortablement. Je ne sais pas si on a le graphique sous la main immédiatement, mais je repense à l'enquête qui avait été faite par l'ATA, la SCAM, c'était il y a 3 ans déjà. Où voilà, on voit qu'il y a quand même 30% des TAV qui déclarent gagner droits d'auteur et primes de commande confondus moins de 20 000 € annuels, ce qui n'est pas énorme, mais c'est des situations dans lesquelles avoir la garantie d'un revenu continu quand il y a une période de creux, ça peut vraiment sauver la sérénité et puis le budget mensuel. Il faut aussi rappeler que, il y a un certain nombre d'artistes auteuristes en France aujourd'hui qui sont dépendantes et dépendants du RSA ou de la SS pour vivre. L'URSSAF en compte 10 000. On pense que c'est quand même assez largement sous-estimé. Et enfin, rappeler peut-être aussi qu'un grand principe de la sécurité sociale, c'est la solidarité interprofessionnelle, c'est-à-dire qu'on est solidaire entre artistes auteuristes non seulement, mais également avec tous les autres travailleurs et toutes les autres travailleuses du pays pour garantir à chacune et à chacun une vie digne dans des conditions à minima décentes. Voilà, Alors, d'où est venu ce projet de proposition, cette proposition de projet de loi, pardon? Alors, cette proposition de loi, le jargon de l'Assemblée nationale est un peu, toujours un peu casse-gueule. Euh, il y a plusieurs personnes et associations professionnelles qui ont commencé à travailler dessus il y a 3 ans et demi. D'entrée de jeu, c'est quelque chose qui est venu vraiment de la base. C'est venu des travailleurs et des travailleuses. Je pense que c'est important d'insister sur ce point. C'est pas une proposition qui vient de l'amont. Il n'y a pas un député ou un sénateur ou une sénatrice qui a débarqué un beau jour en disant: «Ah, j'ai fait un truc génial, qu'est-ce que vous en pensez?» Il y a vraiment des gens qui se sont rassemblés, dont c'est la réalité quotidienne, dont la création est la réalité quotidienne, qui se sont dit: il y a un problème, il y a une inégalité de traitement, il y a un problème de précarité endémique à notre condition. Et on va se rassembler, on va discuter, on va proposer quelque chose pour remédier à ça. C'est un groupe dans lequel il y a des écrivains, des écrivaines, dans lequel depuis le début, il y a au moins une traductrice de l'audiovisuel. Je les ai rejoints moi il y a un peu plus d'1 an. Donc voilà, si on veut résumer, c'est une proposition qui vient de la base des travailleurs et des travailleuses, et c'est une proposition qui vient euh, d'un panel que je dirais assez représentatif de la diversité des artistes, auteurs et autrices qu'on évoquait en début de réunion. Alors, est-ce que par rapport à cette continuité de revenus, ce qu'on entend parfois, c'est une sorte d'opposition entre le principe du droit d'auteur par rapport à ce que serait le fait de toucher un revenu sous certaines conditions qu'on va développer ensuite. Et il y aurait une sorte de distinction entre le droit d'auteur, la notion de droit d'auteur et le droit des auteurs en tant que tel. Oui, alors effectivement, j'ai pas mal entendu cette inquiétude voilà, de gens qui ont peur que ça vienne remettre en cause le droit d'auteur. Et c'est vrai que le droit d'auteur, c'est important. En plus, en France, on est dans un pays dans lequel il est particulièrement bien défini, particulièrement protecteur, et c'est très important. Mais je pense que là-dessus, on peut être très rassurant très vite parce qu'il n'y a aucune concurrence entre ce qu'on propose et le droit d'auteur. Et moi, je pense même que c'est deux choses qui peuvent être complémentaires. La proposition de loi de continuité de revenus, ça relève du droit social, ça relève de notre droit en tant que travailleurs et en tant que travailleuses, au même titre que tous les autres travailleurs et toutes les autres travailleuses. Le droit d'auteur, c'est des droits patrimoniaux et essentiellement moraux. Donc c'est des choses qui sont complémentaires et on peut travailler à ce qu'il le soit absolument. Alors, donc, pour entrer un petit peu plus dans le concret, quelles seraient les modalités d'application de cette continuité de revenus? Alors, il s'agirait de... alors, je suis désolé parce que là, c'est la partie où on va balancer plein d'acronymes super sérieux, donc je vais essayer de pas parler trop vite. L'idée, c'est de faire rentrer les artistes, auteurs et autrices à l'UNEDIC. L'UNEDIC, c'est la grande caisse d'assurance chômage.
tous les salariés du privé. Donc voilà, je pense que déjà c'est un truc à préciser. Il ne s'agit pas de créer une caisse particulière pour les artistes auteurs et autrices, mais vraiment d'intégrer un mécanisme qui existe déjà et qui garantit déjà à l'ensemble des travailleurs et travailleuses du salarié du privé d'avoir droit à un revenu quand ils et elles perdent leur emploi. Euh, oui, Estelle nous montre le budget de l'assurance chômage donc de l'UNEDIC en 2023. Budget qui est donc excédentaire depuis maintenant 2 ou 3 ans et qui, d'après toutes les projections, va continuer à l'être. Donc c'est une sécurité supplémentaire quant à la possibilité de financer cette proposition de loi. On intégrerait donc une caisse qui est excédentaire et qui nous permettrait à la fois d'être solidaire avec tous les travailleurs, toutes les travailleuses et de bénéficier de leur solidarité quand on en a besoin. Au niveau des cotisations, comment ça se passerait? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'UNEDIC, elle est abondée actuellement par des cotisations côté travailleurs et travailleuses et par des cotisations côté employeurs. Depuis 2019, côté travailleurs et travailleuses, ce qui finance l'UNEDIC, c'est la CSG. La CSG que tout le monde ici connaît parce qu'on la paye depuis sa création en 1991, je sais plus, je n'étais même pas né, voilà. Donc, en ce qui concerne, entre guillemets, ce qu'on a à cotiser nous, c'est déjà fait, et on peut même considérer que du coup, ça fait des années qu'on cotise pour un droit auquel, de fait, on n'a pas accès. Il s'agirait juste de trouver un complément, un équivalent de la part employeur, qui serait donc assuré par une hausse, somme toute très modeste, de la contribution diffuseur. On ajouterait aux 1,1% qui sont actuellement acquittés 4,05% pour le porter à l'équivalent de la cotisation employeur. Estelle, tu avais le graphique, je crois. Non, je l'ai sur ma petite brochure, mais à la caméra, ça ne va pas être très élégant. Voilà, il y a celui-ci, et puis il y en a un autre que je vois. Je crois que je l'ai oublié. Mm. J'espère que ça va se voir à peu près. Non, c'est absolument pas lisible, hein. En plus, c'est inversé avec la caméra. Oui. Bon, on vous le retrouvera. L'idée, c'est donc d'ajouter une contribution des diffuseurs au régime d'assurance chômage spécifiquement, qui les mènerait à contribuer à la même hauteur que leurs camarades du secteur privé. Donc, pour être très clair, nous, côté artiste-auteur, on n'aurait pas de cotisation supplémentaire sur nos notes de droit d'auteur, et ça permettrait absolument de financer cette continuité de revenus. Il y a un seuil d'accès, comme on fait pour accéder à cette continuité de revenus, il y a un seuil d'accès qu'on appelle le seuil de professionnalisation, pour quelque part garantir que les gens qui bénéficieraient de la continuité de revenus des artistes, auteurs et autrices soient bien des artistes, auteurs et autrices. Ce seuil, il est fixé à 300 heures SMIC annuelles, c'est-à-dire environ 3 500 € par an. À partir du moment où vous êtes en mesure de déclarer 3 500 € sur une année en tant que revenu d'artiste, auteur ou autrice, vous avez accès à la continuité de revenus. Il y a la proposition d'en faire un seuil glissant, c'est-à-dire qu'au lieu de demander strictement 300 heures SMIC sur un an, il est envisageable de demander 600 heures SMIC sur 2 ans ou 900 heures SMIC sur 3 ans. Pourquoi? Pour prendre en compte les revenus en dents de scie qu'on peut avoir dans nos professions. On peut avoir un moment, un gros revenu qui tombe d'un coup et puis après plus rien pendant une période assez prolongée. Il y a l'éventualité d'un plafond qui est en discussion, mais là-dessus, rien n'est encore arrêté, donc ça fait partie des choses sur lesquelles on peut rejoindre la discussion pour éventuellement apporter nos billes et les remarques qu'on pourrait avoir relativement à notre situation particulière. Mais voilà, pour l'instant, il y a un seuil d'accès, le plafond n'est pas arrêté, et tout ça, ça garantirait un revenu qui serait calculé en fonction d'un pourcentage des revenus déclarés sur un an et qui ne pourrait pas être inférieur, et c'est ça qui est très important, à 85% du SMIC, c'est-à-dire environ 1 200 €. Donc, si on résume tout ça de manière synthétique, ça veut dire qu'à partir du moment où on a accès à cette continuité de revenus, on est sûr de ne jamais avoir moins de 1 200 € par mois. Si on n'arrive pas à les avoir par les revenus qui rentrent habituellement, ça sera compensé par l'assurance chômage.
crois que j'ai rien oublié dans cette partie. Non, je crois aussi. Donc, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut espérer des effets d'une telle mesure sur nos métiers, sur nos différentes professions? Alors, bah, déjà, ça permet d'avoir un minimum de stabilité. Ça permet de pouvoir se projeter un peu plus facilement dans notre avenir et dans notre quotidien. Bah, moi, ça fait maintenant 10 ans que je travaille en tant que traducteur, et puis je sais que depuis que je bosse, je vois des gens plus jeunes que moi qui arrivent dans la profession et qui s'inquiètent. Je pense qu'on l'a constaté aussi au niveau de la taille. Il y a une enquête qui a été menée il n'y a pas longtemps sur la baisse de revenus, sur la baisse de contrats. Voilà, on s'inquiète régulièrement de ne pas avoir assez de travail. Je pense qu'on a tous au moins en mémoire cette angoisse de se dire, mais comment je vais pouvoir payer mon loyer d'ici 3 4 mois? Je pense qu'on l'a tous au moins connu à une période. Je pense qu'il y a encore des gens malheureusement qui le connaissent. Et ça permettrait déjà bah, de pallier au plus urgent en se disant, voilà, là déjà on est sûr que tout le monde, quoi qu'il arrive, bénéficie d'un minimum pour parer au quotidien et gagner un peu de sérénité. Deuxième chose, ce qui n'est pas négligeable, surtout dans une période où on essaie de plus en plus de nous imposer des choses qu'on n'a clairement pas envie de voir, des délais de plus en plus délirants, des tarifs qu'on continue à essayer de faire baisser, alors notamment en jeux vidéo, hein, ça c'est la guerre permanente. Il y a d'autres secteurs dans lequel c'est le cas. Et puis il y a l'éléphant dans la pièce, l'intelligence artificielle, où on essaie de plus en plus, toutes catégories confondues, de nous imposer de la MTPE et de nous faire des tâches qui sont de moins en moins intéressantes, de plus en plus ingrates, et en plus dans des délais beaucoup moins confortables et moins bien payés. Avoir la garantie d'un revenu continu, ça nous permet aussi plus efficacement et individuellement et collectivement de refuser ce genre de propositions. Parce que si on nous les fait, notamment les grosses boîtes, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent que sur le principe, on n'est pas d'accord. Ils savent aussi qu'à un moment, il y a des gens qui vont céder parce qu'il faut payer le loyer, parce qu'il faut faire ses courses. Et avoir la continuité de revenus, ça nous permet de désamorcer ça et de dire implicitement à ceux qui essaient de nous pousser à accepter des travaux dont on ne veut pas, non, on ne les accepte pas et vous n'avez pas de moyens de pression sur nous parce que on a la garantie d'avoir de quoi vivre, que vous nous payez ou non. Donc c'est vraiment un moyen. Déjà, pour ceux d'entre nous qui sont dans les situations les plus précaires, bah, ça les sort immédiatement de ce danger et de cette pression. Et puis pour l'ensemble de la profession, ça nous permet de repartir vers le haut en réimposant bah, des tarifs, des conditions de travail que, en tant que professionnel, on estime au moins correctes. Peut-être un dernier point aussi, ça permet de lutter contre le dumping qu'on nous impose, parce que si les plus expérimentés d'entre nous, et puis c'est pareil, avec 10 ans de métier, je commence quand même à entrer dans cette catégorie, moi effectivement, là où j'en suis, j'ai pas de problème actuellement pour refuser des choses. Le danger qu'il peut y avoir, c'est que ces profils plus expérimentés et un peu mieux assis, on va nous mettre en concurrence avec des gens qui auront moins le choix et qui accepteront ce que nous, on n'accepte pas. Et in fine, ça tire toute la profession vers le bas. Donc, en protégeant les plus vulnérables, on les protège eux immédiatement, et on se protège nous aussi en se protégeant du dumping social. Bien, ben, merci beaucoup Geoffrey. Je crois qu'on a brossé assez bien les grandes lignes de ce projet. Euh, voilà, maintenant on peut débattre, répondre du mieux que nous pourrons aux questions que vous vous posez. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez prendre la parole, de lever votre main numérique, c'est-à-dire qu'au bas, si vous avez peu l'habitude des visio Zoom, tout en bas de votre écran, vous avez un petit cœur avec le mot réagir dessous. Si vous cliquez dessus, vous avez la possibilité de lever la main. Et donc, on va surveiller avec nos yeux de lynx, Estelle et moi, euh, qui aura levé la main. Alors, Sylvain Gourgeon. Bonjour Sylvain. Je ne sais pas si tu parles, mais on t'entend pas. Ah, alors je vais poser ma question. Vous Ah, voilà. m'entendez pas sûr? C'est mieux. Si, on t'entend, hein. C'est mieux. Ok. Sinon, je passe par écrit, hein, c'est possible. Ok. Alors moi, j'ai une Ouais. question pas sur le principe,
mais plutôt sur l'application concrète du principe, dans la mesure où on a un métier où on a des commandes très aléatoires aussi souvent, pas forcément au même délai. Comment est-ce qu'on va pouvoir avoir ce revenu peut-être mensuel sans avoir un décalage d'une année comme on fait avec l'URSSAF par exemple? J'imagine qu'il va falloir déclarer son revenu sur une période trimestrielle, sinon annuelle. Donc il va forcément y avoir un décalage. On va peut-être recevoir une indemnité à un moment où on a des revenus qui sont confortables et inversement. Je sais pas si comment va se passer la déclaration en fait de nos revenus annuels. Oui, c'est tout à fait clair. Geoffrey, tu veux répondre? Oui, et puis éventuellement, Jean-François, si tu veux compléter derrière, si j'oublie quelque chose. L'idée, c'est que de ce point de vue-là, pour celles et ceux qui connaissent, ça fonctionne vraiment comme l'intermittence. C'est-à-dire que c'est au moment où on est en perte de ressources qu'on va aller le déclarer. C'est à ce moment-là que le calcul va être effectué sur les 12 mois précédents et ça ouvre normalement le droit à l'allocation de manière immédiate. Et à partir de ce moment-là, le revenu est compensé dès qu'on est en dessous d'un certain seuil. Alors quel seuil, enfin, quel pourcentage du revenu déclaré sur l'année précédente, c'est des choses qui sont encore à définir, qui seront définies au cours des auditions, et notamment celle de l'ATA et au cours des débats à l'Assemblée. C'est pour ça que c'est important de faire remonter ce genre de points. Mais non, il n'y a pas de raison qu'il y ait un décalage, c'est vraiment censé venir compenser mois par mois. Euh, En l'état actuel des choses, c'est France Travail qui assurerait le versement de ces allocations. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si je peux ajouter un petit élément, euh, l'analogie avec l'intermittence s'arrête peut-être là dans la mesure où, dans le cadre des intermittents du spectacle, c'est un nombre d'heures qui est pris en compte. Évidemment, pour nous, c'est pas applicable, on ne va pas noter le nombre d'heures ou déclarer un nombre d'heures, mais c'est pour ça que l'idée, c'est de baser ça sur le revenu annuel de l'année précédente. Donc. Oui, je reprends du coup parce que je me rends compte que tout à l'heure j'ai parlé d'heures SMIC sans penser à préciser. C'était dans la petite lettre d'invitation, mais je pense que ça vaut toujours le coup de faire un rappel parce que c'est un principe qui est assez nébuleux que moi-même j'ai pas compris tout de suite. Mes petits camarades m'ont expliqué et réexpliqué. L'idée c'est qu'effectivement, on va pas vous demander combien d'heures vous avez travaillé sur les 12 derniers mois. On va prendre le revenu des 12 derniers mois, le diviser par le SMIC horaire et ça va donner un nombre d'heures, ce qu'on appelle les heures SMIC. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas un truc qui sort de nulle part et auquel on n'est pas habitué, parce que c'est déjà avec ce mécanisme, en fait, qu'à l'heure actuelle, on calcule nos droits à la retraite et à l'assurance maladie. Donc c'est un mécanisme que nous, on connaît déjà de manière inconsciente, c'est un mécanisme que l'administration connaît déjà. C'est important parce que du coup, on va pas les lancer dans un nouveau truc qu'ils devront mettre en place. Il s'agit simplement de réexploiter quelque chose qui existe déjà pour nous ouvrir un droit supplémentaire. Sylvain, est-ce que ça répondait à ta question? Alors, euh, de façon générale, attendez, de façon générale, oui. Dans le détail, j'ai du mal. Donc, en fait, par rapport au revenu de l'année précédente, on va toucher une allocation mensuelle, c'est ça? Oui, qui viendra compléter le manque vis-à-vis, j'entends un début très perturbant, le manque vis-à-vis du revenu déclaré sur l'année précédente, dans une proportion qui reste encore à définir pour le coup, mais qui peut pas être D'accord. Donc, en à fait, 85% du ça SMIC. va marcher sur le principe d'une année de, une année de revenus qui sont versés. Donc, ce sera pas en temps réel, en fait. Comment ça? Si c'est calculé sur les revenus de l'année précédente, ça n'aura pas de lien direct avec les revenus que je touche au moment où je touche l'allocation. Imaginons, j'ai droit à une allocation de 500 euros. Au cours d'un mois où j'en touche 3000, j'aurai 3500 euros
qui seront calculés sur l'année précédente. Il y a pas de remise en cause de la pension en temps réel, enfin de la somme en temps réel, ce qui n'est pas possible hein, de toute façon. Alors ça, c'est les questions de plafond qu'on évoquait tout à l'heure, qui sont pas encore définies strictement. Et après, alors tu disais 500 euros, de toute façon, Ok, c'est important à retenir aussi, hein, ça peut pas être inférieur à 1200 en l'état. d'accord. Et après, selon le Mais plafond qui sera défini. donc sur le fonctionnement, j'ai bien compris. Je vais faire une déclaration de revenus sur l'année en cours et cette déclaration va déterminer un revenu d'appoint qui sera au minimum de 1200 euros, c'est ça? Pour l'année suivante, Non, auquel je vais ajouter tout ce que je vais gagner. à partir du moment où tu vas te déclarer en perte de ressources, tu as droit au versement de l'allocation qui est calculé sur un pourcentage des 12 mois précédents ou des 24 ou des 36 si le seuil glissant est retenu. Ok, j'ai du mal à voir concrètement le fonctionnement. Faudrait un graphique ou un truc comme ça, mais il y a un manque de revenus par rapport à quoi en fait? Par rapport aux 1200? Alors ça, c'est pareil, ça reste encore à définir précisément. Est-ce que c'est par rapport aux 1200? Est-ce que c'est par rapport à ce que tu as gagné sur l'année précédente? Donc ça, c'est le genre de choses dont je pense l'ATA parlera au cours de son audition. Ok. Merci Sylvain et Geoffrey. Sylvestre a demandé la parole. Ouais, vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. En fait, est-ce que vous pourriez, j'ai bien compris que c'était pas encore clairement défini, mais est-ce que vous pourriez expliquer la notion de plafond? Ah, alors la notion de plafond, ça serait de dire par exemple que les revenus allocation et revenus de travail cumulés peuvent pas être supérieurs à telle somme, qui serait a priori définie par rapport à, comme le minimum, un pourcentage du SMIC, mais ce plafond, il n'est pas du tout arrêté. L'idée, c'est de dire très schématiquement que, je pense, enfin moi je l'interprète comme ça, l'assurance chômage, elle n'a pas a priori vocation à verser 1000 euros de complément à quelqu'un qui gagne 10 000 euros sur un mois et 9000 sur le suivant. C'est simplement ça. Est-ce que ça répond à ta question, Sylvestre? Euh, oui, un peu. Oui, oui, d'accord. C'est parce que le plafond, ça pourrait aussi s'entendre comme tu fais tu fais une très mauvaise année 2025 et donc tu vas demander ton allocation et donc eux ils regardent un an en arrière et tu as fait une très bonne année 2024 et là il y a une autre notion de plafond qui intervient et qui vient et ils te répondent bah non vous avez gagné euh, bien votre vie en 2024, vous n'avez pas le droit vous n'avez pas le droit à l'aide. Est-ce que ça pourrait être aussi ça le plafond? Non, non, enfin, normalement, il n'y a pas de raison, enfin, il n'y a pas de raison qu'on vienne te dire non, tu aurais pu faire des économies l'année précédente et les mettre de côté. Ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois pas de main levée pour l'instant Oui, et alors je lève pas ma le main, mais chat du coup, non je plus, peux vous mais poser une question. Pardon, excuse-moi. Alors, peut-être que vous y avez déjà répondu de manière un peu indirecte, mais moi, c'est la question que je me pose depuis le début avec ce projet. Si j'ai bien compris, c'est donc on a déjà une forme de cotisation au chômage intégrée dans nos cotisations sociales, il me semble. Sauf qu'on n'y a pas droit. Donc voilà. D'où viendrait en fait ce revenu qui serait alloué aux artistes-auteurs enfin voilà, cette continuité de revenus serait assurée par où est-ce qu'on va chercher l'argent concrètement? Puisqu'on la donne déjà, mais quand on n'en bénéficie pas, comment on fait pour la rediriger vers nous? Est-ce qu'il y a une cotisation en plus? Est-ce qu'on la prend ailleurs? Comment ça fonctionne en fait?
Il y a pas de cotisation en plus. C'est ce qu'on disait au début sur le fait, en fait, on intègre l'UNEDIC, et c'est l'UNEDIC, la grande caisse d'assurance chômage. C'est de l'UNEDIC que va venir l'argent. L'UNEDIC est déjà, en l'état actuel des choses, excédentaire, à un tel point que l'État se permet d'aller prélever des sous dedans pour financer d'autres choses. Et la cotisation supplémentaire demandée aux diffuseurs, donc le plus 4,05%, irait abonder l'UNEDIC pour lui apporter des moyens supplémentaires. L'argent, il viendrait de l'UNEDIC abondé par ce qui lui arrive déjà et la contribution supplémentaire des diffuseurs. Est-ce que ça répond à ta question? D'accord. Et on n'a pas peur que cette contribution supplémentaire demandée aux diffuseurs vienne directement se répercuter sur les budgets alloués aux différentes productions dans le doublage, le sous-titrage, ce genre de choses? Alors, là-dessus, il y a deux réponses qui sont un peu complémentaires. Premièrement, moi j'ai tendance à penser que malheureusement, il y a un certain nombre de clients et de diffuseurs qui n'attendent pas ce genre de choses pour tenter de baisser les tarifs. Donc très certainement, il y en a qui essaieront de le prendre comme prétexte, mais il faut garder à l'esprit que c'est un prétexte et que s'il n'y avait pas eu ça, ils auraient utilisé autre chose. Deuxième chose, on peut tout à fait surveiller ce genre de choses comme on le fait déjà en tant qu'association professionnelle et on peut le faire aux côtés d'autres associations professionnelles et syndicats, c'est-à-dire faire un travail de veille. Et si on constate, voilà, la loi est votée, le mécanisme est mis en place, et si on constate que incidemment, il y a telle et telle agence qui, un mois plus tard, baisse leur tarif d'un montant qui correspond à peu près à cette contribution, on peut avoir ce rôle de surveillance, d'alerte, et puis après, éventuellement, d'aller les voir directement pour lutter contre ça, comme on l'a déjà fait quand il s'agit de lutter contre les baisses de tarifs, voilà, en montrant notre unité. Et en ayant du coup en plus là cette sécurité supplémentaire qu'on peut montrer notre unité et qu'on peut se battre sans avoir le couteau de la fin de mois sous la gorge. Alors, juste avant de donner la parole aux personnes qui ont levé la main, je note une question de Valérie Julia dans le chat qui est assez essentielle. Valérie demande, quand vous parlez, c'est-à-dire nous, de diffuseurs, est-ce qu'il s'agit vraiment des diffuseurs, donc ce qu'on appelle aussi les clients finaux, ou bien les donneurs d'ouvrages, les donneurs d'ordre, les prestataires, labo de sous-titrage ou studio de doublage? C'est effectivement une question assez fondamentale qui n'est pas forcément résolu ici, qui ne sera pas forcément résolu ici, mais qui soulève aussi la question du contrat. Parce que c'est un autre des chevaux de bataille que l'ATA commence à enfourcher, c'est celui de l'établissement de contrats, comme ça peut l'être dans la traduction pour l'édition, par exemple, ce qui nous manque cruellement. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Geoffrey, ou... Bah alors là-dessus, tu t'y connais mieux que moi de manière générale, mais effectivement, alors sur le principe, je pense qu'on n'est pas fondamentalement hostile à ce que les acteurs intermédiaires, c'est-à-dire nos clients à nous directs, puissent répercuter les cotisations sur les vrais diffuseurs. Et effectivement, la proposition de loi, elle peut pas résoudre ça en tant que telle. Par contre, ça peut être l'occasion de réaborder la question, notamment en se mettant en lien avec nos clients directs, en leur disant, bah voilà, vous voyez, nous, on a intérêt à avoir des contrats avec vous parce que ça nous protège. Vous aussi, vous avez intérêt à ce qu'on ait des contrats clairs, parce que ça peut vous permettre derrière d'avoir des chiffrages précis qui vous permettent de répercuter ces cotisations sur les gens qui vont véritablement diffuser les œuvres. C'est ça, c'est bien ça. Alors, Agnès Elkaïm. Alors, on t'entend pas très bien. Ah, mais vous m'entendez, non? C'est prêt? Ah, c'est mieux. Un peu mieux. Plus. Euh, alors, vous m'entendez ou pas? C'est un peu lointain, mais on va tendre l'oreille. Qu'est-ce qui se passe quand l'année N-1 n'est vraiment pas bonne? Euh, Ah, oui. Euh, Alors,
Là, je pense qu'on aborde vraiment des points. C'est pas qu'il n'y a pas de réponse dans l'absolu, c'est que c'est des choses qui après relèvent de la définition très technique au niveau législatif. Donc c'est des choses sur lesquelles, enfin, que le projet en tant que tel ne définit pas précisément. Après, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a toujours, dans tous les cas, l'allocation, elle a un minimum qu'elle ne peut pas dépasser. Ça, pour le coup, l'article de loi, il est déjà prêt dans la proposition telle qu'elle a été déposée et à l'Assemblée et au Sénat. Dans tous les cas, même si l'année, elle est pourrie de chez pourri, on ne peut pas descendre en deçà de 85% du SMIC. C'est pas le Pérou, mais c'est déjà quelque chose. C'est déjà mieux que les 500 euros du RSA. Et après, bah, il y a encore des choses techniques sur lesquelles on peut jouer, parce que pour l'instant, on parle de 85% du SMIC. On n'a pas encore défini si c'était le SMIC brut ou net. Et retenir l'option la plus favorable, bah, ça va dépendre du rapport de force qu'on aura aussi quand il s'agira de défendre le projet devant l'Assemblée. Mais voilà, pour les années vraiment pourries, l'allocation, elle ne peut de toute façon pas descendre en dessous d'une certaine somme, qui normalement est au-dessus du seuil de pauvreté. C'est déjà ça. Alors, on a une question aussi j'espère que je ne vais pas écorcher ton prénom, Shannon. C'est exactement ça. Bravo. Super. Alors, excusez-moi si vous l'avez dit et que je n'avais pas vraiment capté. J'ai un peu de mal avec le son, mais et puis aussi des fois la compréhension. Mais tout simplement, concrètement, parce que des fois, ça fait 3 semaines qu'on n'a rien du tout. Et donc, si on se met à déclarer et puis le lendemain, on a un gros boulot qui tombe, enfin, comment ça marche? Comment on fait concrètement? On déclare quand? À partir du moment où on a un mois sec ou comment faire? Alors, ça, c'est laissé à notre appréciation a priori, sachant qu'on peut déclarer à partir du moment où on a dépassé le seuil de professionnalisation, donc les 3500 euros annuels. Si tu as envie d'aller déclarer à ce moment-là, au cas où tu y vas. Et après, l'idée, c'est que au moment du versement de l'allocation, si tu rentres une note de droit d'auteur à ce moment-là ou qu'il y a une grosse répartition qui tombe, ça sera déduit de l'allocation pour ce mois-ci. Donc si tu touches plus que l'allocation, bah, il n'y aura pas l'allocation. Si tu touches un peu moins, l'allocation viendra en complément. Et si tu touches beaucoup moins, voilà, tu as l'allocation. Mais tes droits sont ouverts. Est-ce que Ça ça répond à répond? ça répond à ta question, Shannon? Oui, à peu près. Donc, une fois qu'on est qualifié, on peut s'enregistrer et puis c'est au cas par cas et de toute façon, ils vont voir combien on a gagné et ils vont faire la différence mois par mois. Ça va pas être un cas où on touche le chômage pendant un moment et du coup, il revient nous le reprendre parce qu'on a gagné trop. C'est ça qui... Normalement, non. Après, ça sera des modalités très concrètes Ouais. à voir avec France Travail, sachant que, bon, normalement, les organisations professionnelles et syndicales seront aussi à la veille là-dessus. Hmm. Et à nous aussi, peut-être de surveiller sans doute, mais bon, super, merci. Merci. Odile, tu as levé la main. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très. Alors, je voulais revenir sur, peut-être que certains d'entre vous ont assisté à la réunion du SNAC de la semaine dernière. Donc, inquiétude très concrète. Donc, en Maya, Ben Simon a évoqué le financement de ce projet. Donc, elle nous a dit qu'il y avait trois possibilités. Un financement par l'État, ce dont il n'était pas question a priori, un financement par les auteurs et un financement par les diffuseurs, bon, je mets des guillemets par rapport à la question de Valérie Julia, diffuseurs, donneurs d'ouvrage. Et donc, ce qu'elle nous a dit et qui me semble assez justifié, c'est que augmenter la contribution aux diffuseurs, slash, labo, etc., était un petit peu un vœu pieux parce que qui était la variable d'ajustement? C'est nous. Donc, est-ce qu'on ne peut pas craindre une répercussion sur des tarifs qu'on a déjà peine à maintenir? Voilà, merci. Alors, du coup, ça rejoint un peu, je pense, la question de Maxime tout à l'heure et puis ce que je lui ai répondu. Euh, Moi, je pense très sincèrement que, il y a un certain nombre notamment gros diffuseurs, qui n'attendront pas cette proposition de loi pour essayer de baisser les tarifs, parce que qu'on ait une continuité de revenus ou non, on a des variables d'ajustement. Il faut être lucide là-dessus. On est en bout de chaîne.
la continuité de revenus, ça nous permet, dans cette position de variable d'ajustement, justement, de nous dire que, quoi qu'il en soit, on est sûr de ne pas être en difficulté financière et de refuser des baisses de tarifs collectivement. Il y avait aussi le travail de veille que j'évoquais tout à l'heure. On peut tout à fait faire de la veille collective pour épingler les petits malins qui essaieraient de répercuter spécifiquement cette contribution sur nous. Et pour répondre alors, très rapidement sur les trois possibilités évoquées par Maya Ben Simon, pourquoi on ne demande pas de contribution de l'État? Parce que le principe de la sécurité sociale, depuis qu'elle existe après la guerre, c'est que la sécurité sociale, elle appartient aux travailleurs, aux travailleuses, elle est financée par les travailleurs et les travailleuses, et l'État n'a pas à y mettre la main. Et pourquoi pas une contribution supplémentaire des auteurs et des autrices? Parce que du coup, comme on le disait tout à l'heure, en fait, nous, on cotise déjà via la CSG qui finance l'UNEDIC côté travailleurs et travailleuses. Et voilà, il faut rappeler aussi que les diffuseurs actuellement, leur taux de cotisation à 1,1, il est inférieur, mais dans un rapport absolument effarant à ce que cotisent les employeurs dans le privé pour la sécurité sociale de leurs salariés et de leurs employés et des gens qui travaillent pour eux au sens large. Si je peux ajouter un petit point à propos de l'État, on peut préciser aussi que ce que tu as rappelé, Geoffrey, est juste. Ce qu'on peut légèrement tempérer, malgré nous, par le fait que l'État, depuis, dans un premier temps, en 1967, puis au début des années 90, a décidé de prendre la main sur le budget de la sécurité sociale et de le faire voter chaque année par le Parlement, à l'Assemblée nationale, avec une loi de finances de la sécurité sociale qui est généralement débattue plus ou moins à l'automne. Alors qu'au départ, l'idée de départ, quand la sécurité sociale vraiment interprofessionnelle a été créée en 47, au lendemain de la guerre, 46 même, l'idée c'était que l'ensemble des cotisations, à la fois la collecte et l'attribution d'allocations de chômage en particulier, mais aussi pour la retraite, soient gérées de façon autonome par les organisations professionnelles. Bon, malheureusement, depuis 67 et ensuite les années 90, l'État et le patronat ont décidé de prendre la main là-dessus, mais normalement, l'idée, c'était vraiment que l'ensemble de ces cotisations soient gérées de façon autonome. Estelle. Oui, non, je voulais simplement dire que euh, par rapport à la crainte de baisse des tarifs, enfin de répercussion que nos clients répercutent ces 4,15%, 0,5% pardon, sur nos tarifs, moi je vois la continuité de revenus vraiment comme un levier pour nous, l'ATA, notre prochain objectif, qui sont les négociations collectives. Pour moi, c'est un levier très puissant pour actionner euh, voilà, le fait de ne plus être seul face à nos clients, mais le faire collectivement par le biais des négociations collectives. Alors, y a-t-il des personnes qui veulent poser une question, même si les mains numériques ne sont pas levées? Ah si, je vois Sylvestre, pardon. Il y avait une question aussi de Valérie après. Bon, je vois dans le chat. Ah oui, Je la d'accord. poserai pour elle après. Elle a peut-être pas un des micros. Alors, Sylvestre en premier? Oui, en fait, non, c'est juste ce que tu viens de dire, Estelle. C'est quoi le lien? Ça serait quoi le lien entre obtention de la continuité de revenus et qui donnerait plus de poids dans les négociations collectives? Eh ben, oh, il y a quelqu'un. Est-ce que il faudrait couper un micro, quelqu'un? Je vais couper le mien au cas où. Je sais que non, ça doit être quelqu'un d'autre. Ben, cette augmentation euh, de 4,5% qui va peser sur nos clients directs, enfin, donc les intermédiaires. Je me souviens quand la DADR a été réévaluée et qu'il a fallu qu'ils augmentent les comédiens, les labos ils disaient, mais nous, on a été obligés d'absorber, on absorbe et on n'en peut plus d'absorber ces coûts et sans les répercuter sur nos clients à nous, donc les diffuseurs finaux. Et là, c'est l'occasion ou jamais de leur dire, eh ben,
D'accord, alors on se met tous les trois autour de la table pour redéfinir tout ça et pour négocier. Parce que vous ne pouvez plus absorber ça tout seul. On est tous dans ce cas-là. En fait, on les met de notre côté par rapport aux commanditaires. C'est comme ça que je vois la chose. Peut-être de façon un peu simpliste, mais voilà. Alors, la question de Valérie, je la vois pas. Si tu la vois, Estelle. Ensuite, il y aura une question de Sylvain sur la nature des revenus qui sont pris en compte. Mais peut-être celle de Valérie d'abord. Alors, c'est la question, en quoi cette continuité de revenus pourrait être un risque pour le droit d'auteur tel qu'il est pratiqué en France? Alors, ça aurait été bien qu'elle développe, parce que peut-être qu'elle a une idée elle-même, je sais pas. T'as pas de Ouais, micro? Si? Ah si, ok. vous m'entendez là? Oui. Oui. Parce que j'ai une connexion un peu foireuse. Donc, voilà. Mais bon, je peux essayer si vous m'entendez bien là, moi, c'est des bruits que j'entends ici et là. J'entends dire que les OGC sont pas favorables à cette continuité des revenus, etc. Et moi, je vois pas trop en quoi c'est un problème parce que, par exemple, à SCAM, les réalisateurs qui sont aussi intermittents, ils touchent à la fois l'intermittence en tant que réalisateur et puis ils touchent les droits d'auteur sur la diffusion de leurs œuvres. Donc, ça me semble pas poser un problème, mais en même temps, je me dis peut-être qu'il y a des choses que je vois pas et voilà, donc c'est ça ma question. J'ai pas juste un élément de réponse. Vas-y, Geoffrey, excuse-moi. Oui, bah, non, effectivement. Enfin, après, nous, si on défend ça, c'est parce qu'on considère que non, ça va pas remettre en cause le droit d'auteur, parce qu'on y est attaché, bah, comme on peut être attaché à un droit qui nous protège et qui est, je l'ai dit au début, extrêmement bien défini. Donc, normalement, il n'y a pas de remise en cause du droit d'auteur par la continuité de revenus. Estelle, t'as peut-être... Non, je veux dire, je comprends l'inquiétude des OGC par rapport à ça, des organismes de gestion collective, parce que, il y a toujours cette idée des vases communicants. C'est-à-dire que si les diffuseurs, donc les commanditaires, sont obligés de lâcher plus en amont, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on soit mieux payé au moment où on travaille, eux, ils auront plus de mal à négocier ensuite les contrats avec nos clients. Mais on peut considérer que c'est pas des vases communicants. C'est pas parce qu'on enlève 4% d'un côté qu'ils vont disparaître. C'est juste que enfin pour moi, les commanditaires peuvent mettre un petit peu plus au pot parce qu'on est quand même, alors nous, en tant que traducteurs de l'audiovisuel, dans une industrie qui génère des milliards et des milliards et des milliards et vraiment des centaines de milliards, quoi. Quand on voit rien que le budget de Netflix, enfin, nous, ce qu'on leur coûte, c'est vraiment minuscule. Donc, en fait, quelque part, on donne aussi peut-être aux OGC le moyen de revaloriser, de valoriser davantage ce qu'on apporte à la chaîne, c'est-à-dire que quand un film est traduit, ben, il peut être diffusé partout dans le monde. Donc ça démultiplie la source de profit. Donc pour moi, il y a pas de, c'est pas des vases communicants. C'est pas parce qu'on enlève quelque part que que ce pourcentage va disparaître. Il faut juste qu'on soit plus forts tous ensemble pour tirer davantage, OGC et nous, pour tirer davantage des commanditaires. Ouais. Valérie. Je peux ajouter Euh, quelque chose? Merci. Je pense que quand Pardon. même, Estelle, tu dis que c'est. Donc, je comprends que les OGC ont peur que ça leur donne. Enfin, qu'ils puissent moins négocier au niveau des contrats qui passent avec les diffuseurs. Mais enfin, toi, tu dis que ça va pas avoir d'impact, mais je pense que c'est quand même une réalité qu'il faut enfin, avoir en tête. Parce que. Enfin, le coût du vase communicant, tu dis que c'est pas le cas, mais. Voilà, le rapport de force est tel que je ne sais pas si on va pas être un petit peu, enfin, si ça va pas poser un problème à ce niveau-là aussi. Bon, voilà, mais de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Et voilà, mais ça m'intéressait de savoir ce que tu avais en tête par rapport à ces histoires Enfin, parce que j'ai bien l'impression que, enfin, bon, à la SCAM, on n'en parle pas trop, mais apparemment, enfin, la SACEM se prononçait, enfin, je sais pas, j'ai entendu des bruits, après, je sais plus très bien où j'ai lu ça, enfin, bref, je dis trop de trucs, donc du coup, je sais plus. Voilà. Mais en tout cas, merci. Est-ce que je peux ajouter, avant de passer la parole à Larry Tatéossian, est-ce que je peux ajouter un point?
Les OGC s'occupent de la collecte de nos droits d'auteur au niveau de l'exploitation des droits. Ça s'arrête là. Donc, que leur pouvoir de négociation soit diminué à partir du moment où on disposerait de la continuité, je ne vois pas en quoi ça pourrait avoir un impact. La continuité de revenus, elle est aussi, elle nous sert à nous pour le travail qu'on fait, pas pour l'exploitation ultérieure des droits. C'est deux choses qui sont distinctes. De même que n'importe quelle personne salariée, quel que soit son domaine d'activité, qui va, en plus de son activité professionnelle habituelle, écrire un livre ou, ou créer une œuvre, quelle qu'elle soit, va pouvoir toucher des droits d'auteur sur son exploitation. Ça ne change rien au montant du salaire qu'il ou elle va toucher. Ce qui me permet aussi de faire le lien avec la question que pose Sylvain Gourgeon dans le chat. Il demande qu'est-ce qui se passe quand on a d'autres types de revenus, en plus des revenus de notre activité d'artiste-auteur. Est-ce que ces montants-là sont aussi pris en compte dans le montant de l'allocation? Peut-être Geoffrey, tu as une réponse sur cette question? Alors, pas, non, j'étais en train de reprendre mes petites notes dans la brochure. Euh, je ne sais pas s'ils peuvent être pris en compte dans le calcul du montant de l'allocation. Ça, c'est la question du cumul des statuts. À mon avis, déjà, ça dépend de leur importance. Parce que si ces autres types de revenus, ils sont de toute façon trop faibles pour ouvrir droit à quoi que ce soit, bah, ils seront pas pris en compte, mais ils ne le sont déjà pas. Après, il y a de toute façon, ça, il y a un groupe de travail spécifique au sein du groupe PPL qui s'occupe de ça, qui s'occupe du cumul des statuts, alors notamment avec l'intermittence, mais on peut poser la question pour d'autres groupes. Et si vous avez des exemples concrets à faire remonter, parce que ça sera aussi peut-être plus parlant, faut pas hésiter à me les envoyer à l'issue de cette réunion pour qu'on puisse répondre à ces questions très très concrètes. Valérie Tatéosian. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Excusez-moi, j'ai un problème de donc je peux pas me passer en mode caméra. Euh, alors, moi, j'avais plusieurs choses à dire. D'abord, que ben, sur le principe, je trouve ça intéressant. On peut mettre ça en place. Ça me paraît quand même une avancée dans nos conditions de travail et de rémunération. Ça, déjà, c'est le premier point. Et je suis ben, plutôt étonnée du coup de découvrir que la CSG qu'on paye, en fait, elle part à l'UNEDIC, mais nous, on n'en a pas le retour, quoi. J'ai bien compris, quoi, ce truc-là. Oui, Oui, c'est exactement ça. oui. Bon, donc c'est déjà quand même un bon point de savoir qu'on a, nous, une cotisation qui irait dans ce sens. Après, autre chose, moi je me demande si du côté alors des diffuseurs, parce que c'est vrai que c'est quand même la grosse inquiétude, parce qu'on sait très bien que dès qu'on parle d'augmenter les cotisations patronales, il y a une levée de bouclier générale. Est-ce que les associations patronales ont, à votre connaissance, telles que la FICA, par exemple, enfin, qui rassemble les labos, les studios, est-ce qu'ils sont au courant? Ils ont déjà été sondés, enfin voilà, il y a eu des contacts avec eux pour voir un peu ce qu'ils en disent, ou peut-être pas encore, à Ah, voir. alors, bon, Oui. excuse-moi, t'as fini ou t'as encore de... Non, j'ai d'autres points, mais si tu peux, si tu veux répondre là-dessus. Peut-être que si je réponds au fur et à mesure, je risque moins de me perdre, Oui, si oui, ça te... bien sûr. Vas-y, vas-y. Alors, oui, concernant la sollicitation des organisations, Estelle et Jean-François ont évoqué la mission Flash à l'Assemblée nationale tout à l'heure. Une mission Flash, c'est l'audition pendant une période qui peut aller jusqu'à 6 mois des différents acteurs impliqués sur une question. Donc, en l'espèce, il y a un certain nombre d'organisations qui vont être auditionnées, dont l'ATA dans 2 semaines, mais il y a aussi des organisations côté patronales qui vont l'être. Alors, j'ai plus le détail en tête parce que la mission Flash, c'est 10 à 15 tables rondes qui vont se poursuivre jusqu'à, le disait Jean-François, après l'été.
Mais oui, oui, il y a des organisations patronales qui vont être auditionnées, qui vont être sollicitées et qui vont pouvoir développer leur point de vue éventuellement devant les députés. Et peut-être après le rendront public, ça dépend d'elles. Nous, on ne peut pas les contraindre à communiquer publiquement sur leur position. Mhm. Mais Mhm. c'est pas un secret, quoi. Elles Ouais, sont ouais. Mhm. on communique beaucoup dessus en plus, hein. Il y a une tribune qui a circulé l'année dernière, qui a recueilli entre 15 et 17 000 signatures au dernier compte. Donc voilà. Est-ce que ça répond déjà à cette première question? Oui, oui. Et juste nous, pour compléter, à l'ATA, enfin, le conseil d'administration de l'ATA, on n'a pas pris contact avec la FICAM pour l'instant là-dessus. Ok, merci Estelle. Après, je voulais dire aussi qu'il y a un truc qui est le statut d'auteur-artiste et les auteurs très connus, je veux dire, page, titrage. Excuse-moi Valérie, mais on t'entend par vague. Ah, Donc ta voix s'éloigne et revient de temps en temps. Est-ce que éventuellement ah, tu peux parler plus près d'un micro oui, oui, je suis collée au micro. Oui, je me colle au micro. C'est mieux là, comme ça? Là, c'est mieux. C'est mieux. Je reste collée. Donc, je disais, en Belgique, le statut d'artiste-auteur existe pour les auteurs tels que nous. Je parle de l'adaptation sous-titrage. Je sais pas pour les sourds et malentendants ni pour l'audio-description. Mais en tout cas, les auteurs... donc, ça fonctionne, hein. Je veux dire, ça fonctionne depuis des années avec des cotisations euh, sur sur nos prestations et une contribution des diffuseurs. Là, c'est les studios qui utilisent. Donc peut-être que on pourrait aller voir de ce côté-là. J'ai vécu en Belgique, mais je n'ai pas pu profiter de ce statut parce que les conditions, enfin, je ne remplissais pas les conditions. Et après, j'ai laissé tomber parce que, bon, pour X raisons voilà. Mais en tout cas, il y en a, voilà, l'exemple y est, quoi. Alors, j'ai pas tout très bien entendu. Ah, Ben non, moi non plus. Et du coup, est-ce que c'était une question ou plus un témoignage, Valérie? c'était un témoignage. C'était comment on parlait de trouver des expériences je me suis dit, ben, ce système-là qui marche en Belgique et il y a des auteurs qui en bénéficient, donc qui ont une continuité des revenus ayant la même activité que nous. Est-ce que là, c'est clair? Oui, oui, oui. Effectivement, la situation en Belgique, on en a connaissance. Oui. C'est quelque chose dont on peut aussi s'inspirer. Enfin, le principe de la continuité de revenus tel qu'il est présenté dans la PPL est tout à fait proche. Peut-être on peut juste mentionner une chose qui parfois est soulevée. Disposer d'un tel principe ne signifierait en aucun cas instaurer une relation de subordination entre nous-mêmes et les commanditaires pour lesquels nous travaillons. C'est complètement déconnecté, à la fois sur le temps qu'on consacre en dehors des délais qu'on nous donne, évidemment, mais il faut que ça soit bien clair parce que on sait depuis, enfin, on a entendu depuis quelques mois ou depuis que cette proposition de projet de loi a commencé à être diffusée, que c'était un premier réflexe parfois de se dire, ah oui, mais alors, du coup, on va devenir salarié, il faudra faire ce qu'on nous demande. Non, ça ne change rien dans nos rapports avec nos commanditaires. Ça ne changerait rien, en tout cas. Oui. Merci, Jean-François. Dernière chose que je voulais dire, si vous arrivez à m'entendre, c'est que par rapport à un élément concret du système usagé de continuité, moi, ce qui m'inquiète, c'est l'aspect France Travail. Parce que France Travail, c'est toute une question à On soulever. ne t'entend pas bien, Valérie, je suis désolé. Euh,
Peut-être tu peux mettre un petit mot dans le chat. Ouais, ouais. Désolé, mais ça fait vraiment des vagues. On entend un tout petit peu ta voix et ensuite on ne l'entend plus. Alors, on a encore éventuellement 25 minutes devant nous à peu près. Si... N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des commentaires. L'objet aussi de cette rencontre, ce qui est bien, c'est qu'on est quand même une cinquantaine. Alors effectivement, sur plus de 600 adhérents, ça paraît peu, mais c'est qu'on arrive à partir de votre ressenti, au moins aujourd'hui, à celles et ceux qui sont là aujourd'hui, de savoir quelle position on va pouvoir exprimer à l'Assemblée nationale, puisque de toute façon, on va être auditionné. Donc il va falloir qu'on dise d'une façon ou d'une autre si on est d'accord avec ce principe ou pas, ou dans quelle mesure, ou pas complètement, quoi. Alors, Sylvestre avait demandé la parole et ensuite Valérie Julia. Euh, oui. Euh, En fait, dans la grande communauté des artistes-auteurs, il y a quand même des différences moi, que je trouve important pour la discussion qu'on est en train d'avoir. C'est en fait, il y a des artistes-auteurs qui vendent des objets, des choses concrètes, euh, et qui n'ont pas de droit de diffusion sur ces ventes. Et il y a aussi beaucoup d'auteurs, comme nous, comme les traducteurs littéraires, c'est immatériel ce qu'ils vendent. Bon, ça, je sais pas si c'est très important, mais en tout cas, ils sont rémunérés aussi sur la diffusion de leur œuvre. Et en fait, parce que moi, j'essaye de me projeter par rapport à mon expérience personnelle, je même et je pense surtout aux traducteurs littéraires, parce qu'encore nous, enfin, on a quand même entre la SCAM et la SACEM, on n'a pas, même si c'est, quel que soit le niveau des rémunérations que nous reverse la SCAM et la SACEM, on en touche souvent euh, quelques, et puis surtout si on a fait une bonne année il y a 1 ou 2 ans, ça met du temps à se répercuter. Enfin, en tout cas, on touche souvent des droits, mais les traducteurs littéraires qui n'ont pas de société de gestion, mais qui font que du gré à gré avec les éditeurs, c'est un traducteur littéraire qui travaille avec 5, 7, 10 éditeurs, il a des redditions de comptes tout le temps. Euh, Peut-être pas tous les mois, mais en tout cas, les éditeurs, ils font ça toujours un peu à l'arrache. Mais presque tous les mois, il va avoir des redditions de comptes d'un de ses éditeurs. Et par rapport à quelqu'un qui vend des tableaux, et s'il vend pas de tableaux pendant 3 mois, bah là, effectivement, il peut déclarer qu'il n'a pas de revenus, parce que c'est vrai. Je vois pas trop comment des gens qui touchent des droits de diffusion, et puis enfin, les musiciens, n'en parlons pas, comment eux, ils vont réussir, même quand ils font une mauvaise année, comment ils vont réussir à ne pas toucher d'argent un mois. Je veux dire, j'ai l'impression qu'il y a un transfert qu'il y a un fonctionnement qui est adapté à une catégorie d'auteurs et beaucoup moins à une autre catégorie d'auteurs. Et comme l'ATA représente cette catégorie d'auteurs-là, je voudrais savoir comment vous allez pouvoir redresser la barre pour que ça soit pas un simple transfert d'argent vers les gens qui touchent des droits d'auteur et qui n'arriveront jamais à toucher ce chômage, des droits de diff, pardon, et qui n'arriveront jamais à toucher ce chômage, vers ceux qui touchent pas de droits de diff et qui, eux, vont réussir à le toucher. Pour l'instant, moi, ça me semble être un mécanisme de transfert d'argent, pas de répartition. Et j'aimerais bien savoir comment vous, ben, notamment quand vous allez être interrogé par l'Assemblée nationale, comment vous allez pouvoir présenter un système
qui ne va pas être un transfert d'argent. Euh, c'est clair ce que je dis. Oui, oui. Geoffrey? Alors, je vois que tu levais la main, Jean-François, donc peut-être que tu voulais. Non, je vais compléter après. Oui, alors, il y a un point qui me semble important à préciser. Pour avoir droit à la quantité de revenus, il ne s'agit pas de déclarer zéro sur un mois. Enfin, je ne sais pas si c'est ça qui t'inquiète, Sylvestre, mais le fait de percevoir des droits de diffusion en soi n'est pas de nature à priver qui que ce soit du versement de l'allocation. Après, c'est une question de montant, de voilà, ces droits de diffusion, à combien ils vont s'élever. Et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est toutes les discussions qui vont avoir lieu à l'Assemblée et en commission sur bah, le calcul du montant de cette allocation par rapport aux revenus déclarés sur l'année précédente, revenus dans lequel les droits de diffusion sont pris en compte, hein. Donc, si on a un bon revenu en droit de diffusion, il va aussi servir à calculer ce à quoi on a droit quand on va être en situation de perte de revenus. J'insiste, perte de revenus, c'est pas des revenus nuls. Jean-François? Oui, c'est deux choses. Sur ce qui se passe dans l'édition, puisque je travaille aussi pour l'édition, les rééditions de comptes, il faut les réclamer. C'est extrêmement rare que les éditeurs les envoient tous les ans. Enfin, oui, tous les ans, parce que normalement c'est une fois par an. Il n'y a pas de réédition de compte mensuelle à ma connaissance. D'autre part, à part les traducteurs et les traductrices qui traduisent vraiment des best-sellers, on touche à rien. Le principe dans l'édition, qui est aussi tout à fait contestable par ailleurs, c'est le principe de la valoir, c'est-à-dire qu'on est payé à la remise de la traduction comme dans l'audiovisuel, mais les droits, l'équivalent des droits de diffusion, donc qui sont les droits d'exploitation d'un ouvrage, on commence à toucher, et encore un pourcentage qui est absolument ridicule, qu'une fois que ce qu'on a touché à la remise de la traduction a été amorti. Donc, il faut déjà en vendre des exemplaires pour pouvoir toucher quelque chose. Par ailleurs, tu disais comment est-ce que vous allez pouvoir expliquer les choses à l'Assemblée nationale. Je voudrais rappeler que c'est pas vous, c'est nous tous, d'une part, et c'est pour ça qu'on essaye de voir comment de recueillir une position la plus commune possible, pour qu'ensuite celui ou celle qui portera la voix de l'ATA à cette audition puisse vraiment parler au nom de l'association. Alors, il y a Valérie et ensuite Shannon. Ouais, vous m'entendez? En fait, ma question, ça concerne, parce que j'ai regardé un peu le projet de loi, enfin la PPL, là, et du coup, je vois qu'il parle au 1er janvier 2019, la GSA et la Maison des artistes dénombraient 192 000 artistes-auteurs, l'URSSAF Limousin en dénombrait 354 000 en 2020. Et je voulais savoir si vous aviez des infos sur ces chiffres, parce que ça paraît complètement aberrant, quoi, qu'il y ait une telle différence de 150 000 artistes-auteurs entre GSA, Maison des artistes et URSSAF Limousin. Parce que ça peut peut-être changer aussi le débat si on est super nombreux ou si on n'est pas très nombreux. Voilà, c'est ma question. Geoffrey, je crois que tu parles, mais ton micro n'est pas ouvert. Oui, pardon. Répondre aussi. Tu es sur quelle page, Valérie, de la brochure? Alors moi, j'ai imprimé sur une feuille papier l'exposé des motifs et enfin Ah, la PPL, en fait, ce que vous nous avez envoyé. Parce que je voulais un peu voir de près de quoi il s'agissait. Et donc, c'est la page 3 de la PPL qui parle du nombre d'auteurs, mais par ailleurs aussi dans la brochure en fait dont vous parlez, je crois que c'est abordé. À quel endroit? Attends, je regarde, parce que moi je l'ai carrément aussi en version papier, figure-toi. Et donc, il faut que je retrouve. Vous êtes, enfin, vous n'avez pas croisé cette comparaison de chiffres là? faut que je retrouve parce que des papiers, des chiffres, je t'avoue que j'en vois tellement depuis 1 an et demi que. Ouais, je comprends. Va falloir voir. Écoute, en tout cas, c'est sur le nombre le nombre qu'on est à revendiquer cette continuité de revenus. Voilà. Et donc, ben, je te dis, dans le projet de loi, quoi, le truc qui a été redéposé, donc voilà, en page Ah oui. 3 il y a paragraphe 1, 2, 3, 4. Il y a cette comparaison, en fait, entre euh, 192 000 auteurs et 354 000.
Alors, du coup, Voilà. l'explication qui est avancée dans l'exposé des motifs, c'est que le transfert de la GSA et de la MDA vers l'URSSAF Limousin, ça a permis de refaire un peu les comptes et de se rendre compte qu'avec la GSA et la MDA, il y avait manifestement un certain nombre de personnes qui passaient à travers et qui n'étaient pas comptabilisées alors que de fait elles existaient. C'est l'explication que j'ai là immédiatement. Je peux creuser si tu veux. D'accord, ok. Donc, on serait plutôt 354 000 que 192 000. Oui, alors après, je sais que dans la brochure, on a encore des estimations sur du coup le nombre de personnes qui auraient droit, parce qu'il y a des gens qui ont, enfin, mettons, tu enseignes à l'université, à côté de ton activité d'enseignant-chercheur, tu écris un livre, tu vas toucher des droits d'auteur, et de fait, l'URSSAF Limousin va t'avoir dans ses chiffres comme artiste, auteur. C'est Mhm, pas pour autant qu'avec ce profil-là, tu vas réclamer la continuité de revenus parce que tu n'en auras pas besoin. Donc, on est plus 350 000 que 200 000, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 350 000 personnes qui vont demander la continuité de revenus. mhm. Donc, c'est un peu ce qu'il y avait comme distinction entre affiliés et assujettis quand, enfin, au début, enfin, bon, t'étais pas né, hein, mais bon, c'était, enfin, autrefois, on parlait de cette distinction. À la GSA, il y avait ceux qui cotisaient entièrement et pour la retraite, et puis il y avait ceux qui cotisaient juste, enfin, qui étaient précomptés et puis qui disparaissaient après des radars. Est-ce que c'est à peu près ça, Sans doute la- ça. Et après, du coup, Ouais. c'est pour ça que dans la PPL, il y a cette notion de seuil de professionnalisation. Voilà, pour dire que c'est à partir de tel seuil qu'on peut prétendre à toucher je vais y arriver, la continuité de revenus. Mhm. Ok, ben merci. Je peux confirmer que le chiffre d'environ 300 000, c'est toujours celui qui revient lorsqu'on a les discussions au sein du conseil d'administration de la sécurité sociale des artistes-auteurs, au sein de duquel plus précisément je représente l'ATA. Et c'est vraiment ce chiffre-là qui sert de base. Et en général, lors des CA de la Sécu des artistes-auteurs, il y a toujours un représentant de l'URSSAF Limousin. Alors, Shannon et ensuite Estelle. Alors, moi, je voulais dire quelque chose par rapport aux redevances ou je sais pas comment les appeler. De toute façon, nous, vers les autres langues que le français, en France, on est un peu dans le cas de figure comme des traducteurs dans l'édition parce que on touche quasiment rien, mais de toute façon, c'est des revenus. J'ai d'autres collègues vers le français qui disent que elles touchent 40% de leurs revenus par des redevances. Donc, c'est vraiment, de toute manière, c'est des revenus. Donc, j'imagine que ça serait compté, pardon, ça serait compté comme revenu et divisé par enfin, je sais plus exactement pour avoir le nombre d'heures, parce que le nombre d'heures, ça serait comptabilisé aussi comme des heures, j'imagine, comme c'est des revenus. Donc, ça va contribuer à qualifier. Et puis après, effectivement, si on est quelqu'un qui touche beaucoup de redevances, peut-être qu'on n'aurait pas besoin aussi de ce chômage, quoi. C'est ce que je me dis quelque part. Oui, oui, bah, d'une part, il y a effectivement ce fait que les droits de diffusion qu'on va toucher, ça va nous permettre d'accéder, entre guillemets, plus facilement à ce seuil de professionnalisation, parce qu'ils sont bien pris en compte. Et ce que tu disais sur le deuxième point, sur les gens qui gagneraient éventuellement beaucoup, 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 mais pour le coup, que ça soit en droit de diffusion ou en prime à la commande ou autre revenu, euh, c'est là qu'il y a l'idée aussi du plafond, je pense, parce que c'est ce que je disais. L'idée, enfin, ça reste une allocation chômage. On va commencer par la verser aux gens qui en ont le plus besoin. Hmm. Ben oui, Euh, parce que ce que me semble, effectivement, parce que la même personne qui touche beaucoup de redevances et qui a des super clients et puis d'un coup n'a plus de travail, donc pour les redevances, il y en aura encore, mais du coup les revenus vont diminuer. Admettons si la personne qui touche les 40% n'a plus de clients et après a beaucoup moins de revenus, donc mais oui, effectivement, il faudrait aussi qu'ils estiment à partir d'où on est dans le besoin, en effet. Bon. et c'est là que les discussions sur les chiffres, les pourcentages du SMIC, les pourcentages de quel SMIC, etc., qui vont avoir lieu à l'Assemblée nationale, vont vraiment aller dans ce genre de détails. Pour l'instant, on a arrêté Hmm. les principes Hmm. de Oui. l'entretien. Je ne sais pas si ça répond du coup à tes Oui, interrogations. oui, merci. Merci Après, à ça toi. répond peut-être, pardon, ça répond peut-être aussi à ce que disait Perrine dans le chat, au moins partiellement. Oui, Je garde un œil sur le chat aussi, hein, j'ai noté quelques questions, on y oui, reviendra. oui.
Bon, D'accord, ouais, c'était justement pour signaler les petites questions dans le chat, juste. Donc, vas-y, Geoffrey. Alors, qu'est-ce que j'ai noté? C'était, je crois, Sylvain qui disait les revenus issus des OGC sont une spécificité importante chez nous. Comment déclarer nos revenus autrement qu'annuellement pour avoir une moyenne fiable? Ça, c'est ce que j'ai évoqué au tout début, l'histoire du seuil glissant. L'histoire de dire que les revenus, c'est schématiquement 300 heures SMIC sur un an, mais ça peut être, nous on aimerait bien que ça soit 600 heures SMIC sur 2 ou 900 heures SMIC sur 3 pour effectivement avoir un échantillon de temps sans doute plus représentatif, notamment dans le cas effectivement de nos professions en TAV, où on peut avoir une grosse diffusion à un moment donné, et puis après beaucoup moins en prime de commande, etc. Je ne sais pas si ça répond à la question de Sylvain. Du coup, je passe peut-être à ce que j'avais noté ensuite. C'était Marie-Christine, je crois, sur la question de est-ce que les clients vont pas davantage pousser à ce qu'on passe en micro-entreprise? Alors là, moi aussi, je vais faire mon rabat-joie, c'est déjà le cas. Et alors, je le perçois peut-être d'autant mieux que je suis plus jeune et que moi, quand j'ai été formé à la fac, déjà, la micro-entreprise, c'était le Graal, c'était le statut passe-partout qui nous permettrait de faire tout et encore plus. C'est aussi un problème auquel on est particulièrement confronté dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que pour faire entendre à nos confrères et consoeurs que non, on a droit au statut d'artiste-auteur et qu'il faut le revendiquer, c'est très compliqué. Donc c'est pareil, en fait, le statut d'auto-entrepreneur qui est, enfin, moi, si vous me demandez, je vais vous dire que c'est un non-statut de toute façon, hein. Euh, il y a un certain nombre d'employeurs, de donneurs d'ordre qui vont essayer de nous y pousser parce que ça leur permet de verser moins de cotisations, parce que ça nous donne à nous toute la charge administrative. Donc je pense pas que la PPL va accélérer le processus. C'est comme, enfin, une fois de plus, ça sera peut-être un prétexte, mais s'ils ont pas ça, ils en prendront un autre. Et après, il y a l'idée que, bah, justement, en se considérant comme partie d'un tout, on luttera aussi plus efficacement contre ce genre de choses, parce que c'est des dynamiques qu'on retrouve chez nous, c'est des dynamiques qu'on retrouve chez les autres artistes, auteurs et autrices. Et en étant tous ensemble contre ce genre de pratique, je pense qu'on peut avoir un véritable poids pour les dénoncer, et puis pour faire en sorte qu'à un moment, ça devienne juste un mauvais souvenir et un exemple à pas suivre. Et dernièrement, je vois, avons-nous un moyen de peser, appuyer cette PPL à titre personnel? Bah, vous pouvez aller signer la tribune, je crois qu'on peut toujours la signer. Et puis vous pouvez, sur les différents réseaux sociaux, il y a sur Instagram notamment, relayer les capsules d'information qui vont être diffusées sur l'avancement de la mission Flash, les différents moments, etc. Voilà, j'espère que c'est pas trop brouillon. non, on peut aussi contacter son ou sa députée directement, dont les adresses mail sont disponibles sur le site de l'Assemblée nationale. Sylvestre, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, oui, non, c'est parce que je vois Sylvain. Enfin, je crois que vous avez. Il y a Claire Impince qui demandait envisagez-vous un sondage pour évaluer la position des adhérents ou seulement cette réunion? Je crois que vous l'avez raté, celle-là. Non, non, j'allais la Ok, reposer. Je te ok, laissais pardon. parler. D'accord. Et non, Sylvain, en fait, il disait un peu ce que je disais. D'autres catégories d'auteurs n'ont pas ce fonctionnement, donc compliqué de nous mettre tous dans le même panier, principe de dédommagement. Et en fait, je renouvelle ma question de tout à l'heure, c'est comment, vu qu'on fonctionne très différemment, euh, les gens qui touchent des droits de diff et ceux qui en touchent pas, et que enfin moi je pense qu'il faut éviter que ça soit donc un transfert d'argent vers les gens qui touchent des droits de diff vers ceux qui n'en touchent pas. Comment l'ATA va présenter les choses pour éviter ce risque, pour éviter qu'on fasse une loi qui aide seulement les gens qui touchent pas de droits de diff et qui, du fait que nous, on touche beaucoup plus souvent, pas forcément beaucoup plus, mais beaucoup plus souvent, que du coup, nous, on n'en profite jamais.
Et qu'est-ce que vous allez proposer ou qu'est-ce que vous envisagez comme chose concrète dans l'application de la loi pour que ce problème ne surgisse pas? Moi, Euh, j'ai pas d'idée, hein. Voilà. Je voulais solliciter de tester les Jean-François parce que c'est vraisemblablement plus eux que moi qui iront devant les commissions de l'Assemblée nationale. Je sais pas. Après, enfin, sur la grande question du est-ce qu'on peut tous nous mettre dans le même panier, j'ai envie de dire qu'on y est déjà parce qu'on a déjà un statut commun. Et je l'ai dit au début, c'est un statut dont on est fier, c'est un statut qu'on revendique. Je pense qu'on peut pas. Enfin, d'une part, on peut pas un jour dire on est très fier de faire partie de la grande famille des artistes-auteurs, et puis le lendemain dire ah oui, mais là, nous, par contre, c'est pas pareil. Et d'autre part, je pense qu'on a intérêt à défendre un grand principe collectif plutôt que si chaque profession, on a vu, il y en a une myriade, hein, qui compose le statut d'artiste-auteur, commence à lutter pour ses intérêts particuliers dans son coin, on va juste se faire bouffer par l'application de la tactique du salami. On va se faire sucrer nos droits les uns après les autres, chacun de notre côté. Dernier point aussi, je rappelle le graphique que j'ai cité au début, même au sein des TAV, il y a des gens qui sont en situation de précarité, y compris économique. Il y a des gens qui touchent peu de droits de diffusion et de primes de commande confondues qui sont en dessous du seuil des 20 000 euros annuels. Et puis il y a même des gens qui ne touchent pas du tout de droits de diffusion, même chez les TAV. Je pense évidemment dans le jeu vidéo, on n'y a pas droit. Et il y a aussi les gens qui font du SME, je crois, les audiodescripteurs, je crois, qui ne touchent pas de droits de diffusion non plus. Donc même au sein des TAV, il y a des gens qui immédiatement en ont. Enfin, vraiment, là, je vais parler d'un besoin. Jean-François Estelle, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Non, non, je pense que tu as bien résumé les choses. À partir du moment où on a ce statut, il faut vraiment le conserver. Et j'avais du mal à faire la distinction entre ce qu'on touche à la remise d'une traduction et ce qu'on touche en droit de diffusion. C'est pas parce que d'autres personnes d'autres professions relevant du statut d'artiste-auteur ne touchent pas ce qui correspond pour nous au droit de diffusion que on ferait une si grande différence que ça. L'essentiel, on a des revenus, à la rigueur, quelle que soit la source de ces revenus relevant du droit d'auteur, on est bien clair là-dessus. Euh, Ce qui est pris en compte, c'est le montant total. Maintenant, comme l'a dit Geoffrey, il y a des gens. Moi, j'ai pas énormément de droits de diff à titre personnel. Quand je travaille sur un sous-titrage, je travaille sur un bon tarif, mais il se trouve que les œuvres que j'ai sous-titrées ne sont pas diffusées 150 000 fois mes droits de diff sont très faibles. Donc, et pour autant, bon, s'ils étaient beaucoup plus élevés, je serais quand même favorable ce principe de continuité. Euh, alors Valérie a levé la main et je voyais aussi. J'avais juste un petit complément, Oui, excuse-moi. pardon, excuse-moi, Euh, Estelle. Jean-François, si je ne l'ai pas perdu. Oui, il y a juste aussi, on peut parler des bénéfices donc directs, mais aussi il faut penser vraiment aux bénéfices en tant que renfort de notre statut, c'est-à-dire aux bénéfices finalement indirects du fait d'acquérir ce nouveau droit en tant qu'artiste-auteur. Mais qu'est-ce que c'est? Ça serait quoi? Bah, ah, pardon, excuse-moi, oui, je croyais que c'était évident, mais non. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire pouvoir enclencher la négociation collective, pouvoir parler à trois, euh, pouvoir vraiment entamer des négociations avec à la fois les intermédiaires et les commanditaires, euh, et vraiment parce que c'est la reconnaissance de notre statut et de notre valeur. Un dernier complément peut-être, qu'on a peut-être un peu perdu de vue depuis le début aussi, parce que Sylvestre, tu crains du coup un transfert des TAV vers d'autres catégories d'artistes-auteurs. C'est pour ça qu'au début, j'ai aussi précisé qu'il ne s'agissait pas de faire à part une caisse avec juste les artistes-auteurs. Je rappelle que l'idée c'est d'intégrer l'UNEDIC, donc c'est pas juste une question qui se joue entre différentes catégories d'artistes-auteurs. Les salariés du privé, quels qu'ils soient, ils abondent la caisse de l'UNEDIC. Du coup, on va aussi quelque part, quand on sera en situation d'en avoir besoin, toucher des revenus qui viennent de leurs cotisations à eux. C'est le principe de la solidarité interprofessionnelle. Mais c'est des transferts d'argent dans tous les sens de ceux qui, à un moment donné, en ont besoin
vers ceux qui, au même moment donné, peuvent se permettre de de le leur verser. Oui, j'ai bien compris, mais du fait de cette différence quand même euh, f- essentielle entre ceux qui touchent des droits DIF et ceux qui en touchent pas, je voulais simplement, ça me semble poser un risque de... Parce que ce que vous dites là, c'est des principes, c'est abstrait. Mais ce qu'il faut quand même, c'est que le système soit juste. Donc ça, c'est concret. Euh, Si si je peux me dans 5 ans, permettre, on s'aperçoit que les gens qui touchent des droits de DIF n'arrivent jamais, pour des raisons pratiques, à accéder au chômage, c'est un problème. si je peux me permettre, justement, la question du principe, elle repose aussi tout simplement sur le fait que nous relevons du régime général des salariés, même si nous ne sommes pas salariés en tant que tels, mais on relève de ce régime parce on est censé, on paye les mêmes cotisations que des salariés, sauf celles pour le chômage. Donc on a vu qu'en fait on la touche indirectement ou de façon presque dissimulée via la CSG, mais déjà le respect de ce principe-là de la part de tout le monde, y compris des employeurs et des diffuseurs, ce serait remettre les pendules à l'heure que de pouvoir accéder à ce droit, tout simplement. Mais bien sûr, mais ça, c'est des questions de principe. Moi, je parle de l'application concrète Oui, mais euh, pour deux catégories d'auteurs qui sont très différentes. Voilà, c'est... Et oui. comme disait, Je suis d'accord avec les principes, et notamment celui que tu viens d'évoquer. C'est Hmm. complètement injuste qu'on cotise, moi je ne savais pas, hein, qu'on cotise à l'UNEDIC sans rien toucher. Eh bien, Ben c'est oui, c'est absurde. ça. comme disait Shannon dans le chat, le revenu, que ce soit prime à la commande ou répartition, c'est du revenu en fait. Donc ça, il n'y a pas il y a pas de différence. Non, non, il n'y a pas de différence de principe, il y a des différences concrètes dans le Oui. fonctionnement. Ben, c'est ce que j'essayais de dire quand je disais que les gens qui touchent des droits DIF, en fait, c'est très rare qu'ils aient des mois où ils touchent rien. Et c'est beaucoup moins rare pour des gens qui vendent des œuvres. Ça me semble une différence structurelle qu'il est important de pointer face aux députés et aux gens qui vont imaginer ce truc. Enfin, voilà, C'est pas je forcément pense à que nous. s'ils n'en tiennent pas compte, ils vont produire un truc qui sera peut-être pas satisfaisant. C'est pas forcément à nous de la pointer absolument. Bon, tout- l'important aussi de cette réunion, parce qu'on va arriver à son terme, c'est justement la réflexion. Et il y a, rien n'est figé dans nos réflexions. Il y a des grands principes, effectivement, qu'on souhaite défendre au nom de l'ATA. Il y a des applications concrètes qui vont sans doute venir aussi au gré des discussions, enfin, ou imaginer les applications concrètes pour que personne ne soit lésé. Parce qu'effectivement, dans l'idée, c'est que personne ne soit lésé, pas plus nous que d'autres professions et vice-versa. Et donc c'est pour ça que toutes nos discussions sont à la fois nécessaires et passionnantes. Alors, il y a peut-être deux dernières interventions de Valérie Julia et de Shannon. Oui, donc moi, c'est peut-être un peu pour résumer, c'est vrai qu'on est très différents entre tous ces auteurs. Effectivement, comme tu disais, Sylvestre, on a quand même des revenus et des statuts finalement assez différents, enfin, même si on est tous artistes-auteurs. Et on est aussi très différents au sein des traducteurs de l'audiovisuel, parce qu'on a tous des situations financières assez différentes et des situations professionnelles. Voilà, moi, il se trouve que je fais beaucoup de documentaires et que c'est bien géré à la SCAM et donc je touche de l'argent de la SCAM, mais en fait je fais des sous-titres à la SACEM et je touche genre je sais pas 100 balles par an quoi. Donc c'est tout ça voilà, il y a des différences mais moi je considère heureusement enfin bon, je bosse depuis longtemps donc je considère que les droits de diff c'est ça ma continuité de revenus. Donc effectivement, mais bon, s'il y en a une plus égalitaire, ça me semble une bonne idée. Et je pense que tous les risques que tu pointes, Sylvestre, ils existent. Mais est-ce que c'est vraiment un problème pour aller de l'avant et continuer à avancer dans cette voie-là?
pour moi, c'est pas un obstacle. C'est vrai que c'est bien d'être prévenu, enfin, de réfléchir ensemble, mais je pense que c'est pas un problème pour continuer à avancer. De toute façon, après, ce sera des calculs, ce sera des négociations, ce sera mais sur le principe, je trouve que c'est quand même intéressant de continuer à poursuivre dans cette voie, quoi. Voilà. Merci Valérie. Shannon? Je vais juste dire, effectivement, je comprends, ça fait des années, on ne savait pas pour beaucoup, je sais que c'est mon cas, je savais pas qu'on cotisait au chômage sans y avoir droit. Maintenant, l'idée qu'on va vers quelque chose qui va nous donner droit à ça, c'est énorme. Et je veux juste rappeler à tout le monde que on cotise pour les collectives et si on n'en a jamais besoin, tant mieux pour nous. Donc, si nos redevances, ça nous permet de vivre et que une fois que c'est plafonné, si on est quand même plus bas que notre plafond, normalement, ça serait complété, que ce soit les redevances qui nous ont mis là ou autre chose, peu importe. Mais moi, je crains plus pour des plus fragiles qui n'arrivent pas, même en travaillant beaucoup, parce qu'ils sont tellement mal payés que ça vient même pas le SMIC et qu'ils n'arrivent pas à justifier des heures suffisantes. Moi, je suis plus inquiet pour ces gens-là parce que je pense pas que les redevances, une fois les plafonds établis et tout ça, ça va être pareil pour tout le monde. Tout le monde aurait droit quand il est dans le besoin, mais ce n'est pas une compte d'épargne pour chacun, c'est quand même des cotisations pour la collectivité et que quand on est dans le besoin, on peut s'en sortir avec cette aide-là. Voilà, donc c'était le mot que j'avais à dire. Voilà. Merci beaucoup, Shannon. Tu as résumé exactement ce qui est à l'origine de la sécurité sociale, et pas seulement des artistes-auteurs, hein, de la sécurité sociale en France. C'est contribuer selon ses moyens et recevoir selon ses besoins. C'est exactement ça. Il y avait un petit point dans le chat, peut-être pour conclure. Quelqu'un, mais je ne sais plus qui, malheureusement, demandait est-ce qu'on a une idée du calendrier de tout ça? Ben, Geoffrey, éventuellement, tu compléteras, mais ce qu'on sait pour l'instant, c'est que, alors, on est évidemment, par rapport à tout ce qui se passe à l'Assemblée nationale, soumis aux aléas politiques très incertains dont vous avez tous conscience. Donc on ne sait pas du tout combien de temps va durer cette législature encore. Au moins les choses sont enclenchées là. On n'est pas à l'abri éventuellement d'une autre dissolution dans les mois qui viennent. Donc évidemment ça fait freiner les choses. Mais en tout cas pour l'instant ce qu'on voit c'est que au moins cette série d'auditions a débuté, qu'elle va probablement se dérouler jusque septembre-octobre. Ça c'est 6 mois maximum. Et voilà, et on vous tiendra au courant évidemment de la façon dont s'est passée l'audition. Il y avait une autre question sur le fait que comment recueillir l'avis de tous les adhérents de l'ATA. J'ai pas de réponse personnellement. Non, moi non plus, je sais pas quelle forme ça peut prendre. On peut peut-être parce que Sylvain pointait la difficulté, on peut être d'accord pour le principe, mais après pas dans les applications concrètes. Peut-être qu'on peut faire un questionnaire comme ça en 2 points, je sais pas. Vas-y, Geoffrey, pardon. Alors, il y a deux choses, hein, c'est ce que Jean-François aussi a rappelé. Je pense que si on est d'accord sur le principe, on est d'accord sur l'essentiel. Je rappelle que les applications concrètes, elles sont pas encore arrêtées et gravées dans le marbre. Donc, et vraiment, a fortiori, si vous avez des inquiétudes, bah, c'est vraiment là l'occasion qu'on a avec les travaux parlementaires qui vont débuter d'aller apporter ce genre de choses autour de la table et de dire voilà, nous on a telle et telle inquiétude et éventuellement de proposer des solutions pour les pallier. Voilà, j'avais noté une ou deux autres questions, mais peut-être que tu veux boucler sur cette histoire de consultation avant. J'avais relevé deux autres questions dans le chat. Je crois que c'était Perrine qui disait qu'on risquait de vider la caisse de l'Unédic dès notre arrivée. Je sais pas si c'est une plaisanterie ou pas, mais c'est vrai que c'est une question qui revient et qui est légitime. Alors non, hein, on a vérifié. Je rappelle que l'Unédic est actuellement excédentaire d'une part, que d'autre part, la hausse de contribution diffuseur à 4,05 suffirait à nous seuls à financer la mesure par rapport aux estimations de qui on a besoin. Et du coup, les deux combinés, une contribution diffuseur suffisante telle qu'elle a été calculée et une Unédic actuellement excédentaire, ça fait que non, l'Unédic, elle va continuer à bien aller normalement. Et ça sera pas, on va pas gréver le chômage à l'échelle nationale. Quelqu'un d'autre, je ne sais plus, je suis désolé, qui demandait est-ce qu'il y a vraiment une chance que ça aboutisse?
Je ne sais pas, je pense que oui, sinon je serais pas là. Et non, en termes de signes encourageants, bah voilà, c'est une proposition qu'on a déposée une première fois, qu'on a dû redéposer après la dissolution, qui après qu'on l'a eu redéposée, s'est retrouvée devant l'Assemblée et devant le Sénat cette fois-ci. Et là, on en a la mission flash, donc on avance, on avance, on avance. Et voilà, moi je pense que, en tout cas, même si ça ne veut pas dire qu'on arrivera à faire voter la loi correspondante dans 6 mois, de toute façon, on est en train petit à petit de poser des jalons sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour continuer à essayer de conquérir des nouveaux droits. Voilà. Ben, je pense qu'on va pouvoir conclure. En tout cas, merci infiniment à la cinquantaine de personnes qui sont là ce matin d'être restées jusqu'au bout, déjà d'une part. Et puis de la qualité des échanges et des questions, des problèmes soulevés qui effectivement méritent d'être soulevés. Et ça nous permet aussi d'essayer de penser à tout et d'argumenter le mieux possible au nom de l'association. Et juste, est-ce qu'on diffuse du coup je sais pas comment on peut trancher la question. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent au fait que cette réunion, que l'enregistrement de cette réunion soit diffusé? Non. Parlez Ben, sans crainte ou écrivez sans crainte. si ça peut servir de moyen de consultation, peut-être puisqu'on disait que Ouais. enfin, moi, ça me paraît indispensable qu'il y ait une consultation des membres de l'ATA. C'est vrai qu'on est assez nombreux aujourd'hui, mais pas très nombreux dans l'absolu. Et je pense qu'avant d'associer l'ATA à un projet de telle envergure, c'est bien qu'il y ait une consultation. Donc peut-être que la diffusion avec tous les points qui ont été exposés très clairement, ça peut être un moyen de. Après, si les gens ne veulent pas répondre et ne se manifestent pas, ben, tant pis pour eux, mais ça peut être un moyen en tout cas qu'ils écoutent au moins les 20 premières minutes de la présentation. Ouais. Oui, c'est une excellente idée, Odile. Je pense que c'est même le seul moyen, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous, puisque l'audition a lieu le 10 juillet, c'est-à-dire dans 2 semaines, un peu plus de 2 semaines en gros. Je pense que le meilleur moyen de pouvoir consulter l'ensemble des adhérents, c'est de diffuser, de les inciter à regarder cet enregistrement. Parce que c'est bien de consulter, mais il faut que chacun et chacune soit informé au même niveau. Donc c'est pour ça aussi qu'au moment du rappel de la rencontre de ce matin qu'on a diffusé jeudi dernier, on avait mis un certain nombre d'éléments par écrit déjà pour que tout le monde arrive à peu près avec les mêmes informations de base. On va pas avoir matériellement le temps de faire un compte-rendu écrit complet de notre rencontre d'aujourd'hui. Et le meilleur moyen, c'est de diffuser l'enregistrement. Et ensuite, bah, chacun se positionne en fonction de ça. Mais je pense que il faut savoir de quoi on parle pour avoir un avis. Bien sûr. Ouais, je crois qu'on pourrait. Oh, excuse-moi, Geoffrey. Non, alors effectivement, faire un compte-rendu exhaustif d'ici à l'échéance du 10 juillet, ça risque d'être compliqué. Alors, cela dit, il y a un canal qui a été ouvert sur le Discord, je crois, sur la quantité de revenus. Donc, pour celles et ceux qui sont sur le Discord, n'hésitez pas, si vous avez besoin de questions de précision, à venir les poser ici. J'essaierai d'y répondre entre le soir, quand j'ai un peu de temps, quand les enfants sont couchés, ou je ne sais pas. Et puis voilà, je peux pas m'engager à avoir une réponse à tout immédiatement, mais c'est pareil, moi je peux faire remonter des choses. Euh, et puis voilà, le CA garde aussi un œil sur le Discord. Est-ce qu'on peut peut-être essayer, à défaut de compte-rendu exhaustif, de faire un petit récap en plusieurs points avant le 10 juillet, je ne sais pas. Et il y a aussi, dans le mail que vous avez reçu, normalement, vous avez un lien vers la brochure qui expose le principe de la quantité de revenus, et surtout vers la FAQ de cette brochure. Peut-être que dans cette FAQ, vous pourrez aussi trouver des éléments de réponse ou de précision par rapport à des choses qui n'auraient pas été bien expliquées ici, ou trop rapidement. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me solliciter. Et pour le. Du coup, concrètement, alors d'une part, Geoffrey, t'es pas tout seul.
sur la question. Et puis concrètement, si on envoie une sorte de questionnaire sous forme de référendum en répondant oui ou non à la question, est-ce que vous êtes d'accord sur le principe d'une continuité de revenus, il faudrait qu'on ait des réponses avant le 10 juillet. Donc, est-ce qu'on essaye de faire un Mhm. sondage pour lequel, pour le 7 juillet au plus tard, par exemple, Ouais. voire le 4, euh, Ouais. parce qu'il faut qu'on puisse aussi savoir comment argumenter, du coup, en fonction des réponses des adhérents. Mais je pense qu'on pourrait le faire ouais, pour le début de semaine prochaine. Et puis en deux temps, peut-être le principe d'un côté, et puis dans un deuxième temps, peut-être les points de vigilance, ce qui nous permet aussi qui n'auront peut-être pas été évoqués dans le Discord, ce qui nous permettrait d'avoir de quoi, des choses à faire remonter lors de l'audition. Mm. OK. Oui, ça va bien. Mm. Bon, bah, on va en rester là pour aujourd'hui, si ça vous convient. Oui. Merci encore à tout le monde. C'est très précieux. Et puis, eh bien, à très bientôt. Merci, merci à tous. Merci beaucoup, puis je souhaite une bonne semaine à tout le monde. Merci, au revoir. Bonne Au journée, salut. revoir, merci. Estelle Geoffrey.